Bonne fin d'après-midi à vous tous. Hier, Jean-Marie Renz et Pascal Sigrist. Pascal Sigrist, c'est le même qu'hier, hein, contrairement à ce que vous pourriez croire. Il nous parlait de la fugue chez Jean-Sébastien Bach. Aujourd'hui, dans une certaine continuité, leur sujet est la forme sonate. La sonate et son histoire. Oui, la forme sonate. Forme pas seulement comme plan, forme comme organisme. Organisme dynamique, car la musique que certains ont pu voir comme de l'architecture mouvante surgit de l'invention, de la présentation, de variations et manipulations, de la mise en relation et en opposition d'objets sonores, des idées musicales, dans le déroulement du temps. Mais elle n'est pas que cela. La musique est aussi discours. Elle est vision, comédie, drame, danse intérieure et bien d'autres choses. Elle se et nous projette vers de multiples ailleurs. Inscrite parfois à rebours, dans l'air du temps, elle charrie les mouvements complexes de l'histoire et de la pensée profonde. La musique nous parle, mais que nous dit-elle? Mystère suprême. Alors, forme sonate, que nous veux-tu? Nous allons bientôt le savoir. À vous, Pascal et Jean-Marie. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux à ce deuxième volet d'un diptyque qui a commencé hier avec la fugue. Et donc aujourd'hui, c'est la forme sonate, grand archétype de la musique au XVIIIe siècle et encore plus tardivement. Tout comme la fugue l'était énormément à l'époque baroque, encore après aussi, mais particulièrement à l'époque baroque. Donc en fait, ce que nous avons fait hier et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer un peu comment fonctionne cette forme sonate en question. Vous voyez le titre de cette communication, « Forme sonate, que me veux-tu » On connaît cette phrase, mais non pas avec forme, mais simplement « Sonate, que me veux-tu » Cette phrase de Fontenelle qui a été reprise par Rousseau et qui était en réalité une forme de critique en quelque sorte, dans la mesure où Fontenelle ne comprenait pas pourquoi la sonate, cette forme instrumentale, prenait le pas sur la musique vocale. Et donc, pour Fontenelle, l'idée du sens du texte était absolument prépondérant, et donc il ne comprenait pas très bien pourquoi cette sonate, prenait tant de place. Petite précaution que nous avons prise hier aussi avant de commencer. Donc, Pascal Sigrist et moi-même sommes musiciens. Notre contribution ici sera surtout d'ordre musical, ce qui veut dire que on ne s'attachera pas énormément à des problèmes historiques et notre discours sera donc plus musical que musicologique. Deuxième précaution aussi, je crois qu'elle est importante, quand on fait ce genre de séance avec Pascal, et on l'a déjà fait à plusieurs reprises sur différents sujets, ici et ailleurs, nous savons que nous nous adressons à un public large. Large, ça veut dire des musiciens professionnels, des musiciens amateurs, mais on s'adresse aussi évidemment à des mélomanes qui ne savent pas nécessairement lire la musique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé toute une série de dias avec des codes de couleurs qui permettent de pouvoir suivre si on n'est pas, en tout cas je l'espère, si on n'est pas à même de pouvoir lire la musique. Donc voilà pour ces précautions. Alors d'abord, quelques mots sur le terme sonate. Sonate qui vient de sonar et sonner. C'était une manière de distinguer la musique instrumentale de la musique vocale, d'où cette phrase de Fontenelle.
Une sonate, c'est, vous le savez, une pièce instrumentale en plusieurs mouvements. On a des sonates baroques, on a des sonates classiques, romantiques bien entendu, et au XXe siècle, je pense par exemple à un des compositeurs que j'affectionne particulièrement, qui est Pierre Boulez. Il écrit au XXe siècle 3 sonates pour le piano. Une des dernières œuvres de Ligeti est une sonate pour alto, et donc c'est l'idée d'une architecture musicale en plusieurs mouvements. Ce dont nous allons parler, ce n'est pas de la sonate, mais de ce qu'on appelle la forme sonate. Alors, un mot aussi sur ce que c'est qu'une forme musicale. Alors, c'est quoi? Mais c'est un moule général, je dirais. C'est une manière d'étiqueter une forme. Ça veut dire, à partir du moment où on voit que la composition est faite à partir d'autant d'éléments qui s'agencent de telle manière, on dit c'est une forme X. Parmi les formes, vous en avez comme la forme rondeau, la forme menuet, etc., mais on y reviendra. Donc faire une forme, une structure, il faut faire bien une distinction entre l'idée de la forme et la structure interne d'une pièce. C'est pas parce que le moule général est étiqueté que le contenu s'analyse aussi facilement, et fort heureusement d'ailleurs. Toutes les structures musicales ne sont pas étiquetées. Quand un compositeur comme Mozart, Beethoven ont envie de faire une musique qui soit plus libre, ne soit pas contraint par une sonate en 3 mouvements ou une symphonie, ils font des pièces qu'on appelle des fantaisies, intermezzo. Donc c'est échapper à un moule, et je pense particulièrement à cette magnifique grande fantaisie en do mineur de Mozart. On se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'il prend comme liberté? Ce qu'il ne ferait pas lorsqu'il est contraint par une forme. Donc parmi les formes musicales, eh bien, donc la forme rondeau. Alors un rondeau, c'est quoi? C'est l'alternance d'un refrain et de couplets diversifiés, qu'on symbolise généralement par ces lettres, A pour le refrain, et puis B couplet, refrain, etc. Il y a une forme qu'on appelle le rondeau sonate, et ça c'est intéressant parce que c'est comme si les 2 formes, celle dont on va vous parler, la forme sonate et la forme rondeau, venaient s'imbriquer, si vous voulez. La forme lied, qui est un ABA. Alors la forme lied, c'est la forme de la chanson, refrain, couplet, refrain. Et puis une autre forme dont on va beaucoup parler pour commencer, c'est la forme binaire avec reprise. J'en ai touché un mot hier quand on a parlé de la fugue, en expliquant que dans le 2e cahier des préludes et fugues de Bach, beaucoup de préludes étaient faits à partir de cette forme-là, qui devient le goût de l'époque, si vous voulez. Alors, pour avoir un exemple auditif d'une forme, on va vous jouer, Pascal et moi, un Wiegenlied de Schubert. Alors, je trouve formidable parce que c'est extrêmement court et extrêmement clair. Je vous montre simplement à l'aide de petits schémas comment ça fonctionne. On va avoir une introduction qui va installer le rythme de la berceuse. Et puis, on va avoir une partie A, une partie contrastante, et vous l'entendrez, l'accompagnement change, l'énergie change, et puis on va retrouver la partie A, Schubert terminant par ce qu'on appelle une coda. Alors, j'ai hésité longuement, enfin non, pas vraiment très longuement, à vous le chanter, mais j'ai peur que vous ne quittiez la séance. Donc ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait hier, c'est que je vais vous jouer ça avec un instrument un peu particulier. Alors ceux qui m'ont entendu hier se souviennent que j'ai présenté cet instrument qu'on appelle un accordina. C'est en fait le doigté d'un accordéon, c'est la main droite d'un accordéon sans sa main gauche, d'où le fait qu'on peut considérer l'accordina comme l'accordéon du pauvre, évidemment, hein, l'accordéon étant le piano du pauvre, comme on dit. Et donc, c'est un instrument très agréable à jouer. J'espère que vous le goûterez autant que moi. Et c'est un instrument qui a l'avantage d'être transportable très facilement.
Voilà, j'espère que Schubert et hier Jean-Sébastien Bach ne se sont pas retournés dans leur tombe en entendant une version comme celle-ci. Donc voilà ce qu'on peut appeler une forme musicale, je pense que vous l'avez entendu aisément. On a cet accompagnement qui nous berce et puis un moment dans ce que j'ai appelé la partie B, l'accompagnement change, ce qui crée contraste évidemment. Donc, nous, ce dont on va parler, c'est de la forme sonate, ce qu'on appelle aussi parfois un allegro de sonate. C'est souvent, pas toujours, mais très très souvent, la forme d'un premier mouvement d'une sonate pour le piano, d'une sonate pour violon et piano, d'un quatuor à cordes, d'une symphonie. C'est vraiment standardisé. Le premier mouvement est la plupart du temps de forme sonate. Il arrive même, on en reparlera un petit peu, que chez Mozart, cette forme est tellement importante qu'il écrira les 3 mouvements d'une sonate en forme sonate. Alors la théorisation de la forme sonate se fait en partie par Czerny, mais aussi par Adolphe Bernhard Marx, 2 théoriciens et compositeurs. Et si vous voyez les dates de naissance et de mort, on s'aperçoit qu'ils théorisent la forme sonate avant avec Beethoven comme modèle. Et en réalité, lorsque Mozart ou Haydn écrivent des formes sonates, ils le font sans le savoir, en fait. Ils le font et on théorise plus tard. Parmi les ouvrages vraiment importants sur le sujet, il y a celui de Charles Rosen qui a été écrit en 1988 et traduit et publié chez Actes Sud en 1993. Et vous voyez que j'ai souligné en rouge le S. Il parle de forme au pluriel sonate. Du reste, je vais vous lire ce qu'il dit dans sa préface. Quiconque s'empare d'un livre sur la forme sonate pense probablement en connaître le sujet. Depuis que la forme sonate a été définie par des théoriciens du XIXe siècle sur les bases des pratiques en cours à la fin du XVIIIe siècle, elle constitue la forme musicale la plus prestigieuse. J'imagine que les mélomanes aimeraient qu'un livre sur la forme sonate leur révèle ce qu'elle était vraiment et quelle a été son histoire, son origine, son développement, son destin. Ces questions supposent que l'on puisse définir la forme sonate comme un reflet précis des œuvres de l'ensemble du XVIIIe siècle, alors qu'il semble difficile de définir une forme sonate unique qui en couvrirait simplement la dernière décennie. Elle suppose qu'une forme a une histoire, mais si une forme change, on ne sait pas clairement jusqu'à quel moment elle reste la même forme, ni à partir de quand il faut la considérer comme une forme nouvelle. Donc, le S se justifie amplement, bien entendu. Alors, dans son ouvrage, Charles Rosen prend vraiment le temps, avant d'aborder la forme sonate telle qu'on la trouve au XVIIIe, de montrer les origines, en tout cas ce qui a contribué à aller vers cette forme sonate. Et il pense entre autres à l'aria da capo, mais il y a une forme en particulier qu'il épingle, et je pense vraiment que c'est peut-être celle qui est la plus proche de notre projet, du projet de la forme sonate, c'est ce qu'on appelle les petites formes avec reprise. Ce sont les prémices, cette forme-là est vraiment les prémices de la forme sonate classique. Alors,
qu'est-ce qu'on entend par une petite forme binaire avec reprise. On va, Pascal Siris va en jouer cette petite pièce de Schubert qui est un Ländler, qui est une danse. Vous savez à quel point Schubert aimait la danse et a écrit énormément de pièces, que ce soit des Ländler, des danses allemandes, des valses, etc. C'est bien ici ce qu'on appelle une forme binaire avec reprise et sans modulation. Elle reste dans la même tonalité ici, mi bémol majeur. Pascal Sigrist va vous la jouer. Pascal l'a joué sans les reprises, parce que nous avons beaucoup d'exemples à vous proposer. Et donc, on entend très bien, je crois assez facilement, qu'on a une unité dans la partie A et une unité dans la partie B. C'est deux plans différents. Mozart, jeune Mozart, vous allez avoir plusieurs exemples de Mozart encore en culotte courte. Il devait avoir 5-6 ans lorsqu'il fait ça. Écrit des menuets, évidemment, sous la direction de papa qui supervise, bien évidemment. Et donc, je vous le montre, et puis Pascal vous le jouera. C'est bien deux parties, le A, le B. Mais la caractéristique par rapport à ce qu'on a vu chez Schubert, c'est que le B commence par un contraste. Et l'autre caractéristique excessivement importante, c'est qu'une partie du A revient dans le B. Ça, on n'avait pas dans les danses de Schubert. Ici, c'est un peu comme si, dans la deuxième partie, on fait autre chose, on contraste, mais on se dit, je ramène l'idée. Toujours ici, une forme binaire sans modulation, mais ce qui est important, c'est le retour d'une partie du A dans la partie B. Voilà, je pense que vous vous rendez compte auditivement de la différence qu'il peut y avoir entre la danse de Schubert et ceci. Le retour est évidemment quelque chose d'important. Juste un mot, c'est une chose que je dis assez régulièrement à mes étudiants, c'est que quand on fait les reprises, il faut savoir qu'aucun musicien à l'époque ne jouait la même chose deux fois. Jamais. C'est impensable qu'on joue la reprise à l'identique. Mozart et tous les musiciens de cette époque-là faisaient des variations lors de la reprise. On ne joue pas à l'identique. Mais malheureusement, c'est une espèce de tradition importante, je trouve, qui s'est perdue. Quand je dis à mes étudiants au conservatoire, « Mais tu fais des variations dans la reprise ?» Ah, non, c'est pas écrit. Mais non, ça ne s'écrivait pas. Ça se faisait. Et Mozart, on verra un exemple un peu plus tard, lorsqu'il veut une variation précise, il le note, il l'écrit. Deuxième exemple chez Mozart, c'est toujours dans les œuvres de jeunesse. La forme est toujours la même, il y a un A, il y a un grand B avec un contraste. Et le contraste ici, c'est de faire des petites modulations. Vous allez l'entendre, c'est comme si à un moment on quittait, mais très provisoirement, le ton principal. Et puis, vous voyez que j'ai remis un A à la fin. Et cette forme a quelque chose d'un tout petit peu ambigu. Est-ce que c'est une forme binaire, une forme ternaire? On pourra en discuter, mais toujours est-il que on retrouve dans la deuxième partie le retour de ce qu'on avait entendu précédemment.
Ce qui est assez amusant dans ce petit menuet, c'est que, je m'adresse ici plutôt aux musiciens qui connaissent la terminologie, c'est qu'on a la sensation que papa, Mozart, Léopold, est en train d'apprendre à son fiston à faire des cadences. C'est invraisemblable le nombre de cadences, elles y sont toutes. Ce qu'on appelle la demi-cadence, la cadence parfaite et ce qu'on appelle aussi parfois la cadence rompue. Alors je dis juste un tout petit mot, c'est une forme de digression, mais une cadence rompue, c'est recevoir quelque chose que vous n'attendez pas. C'est en fait ce qu'on appelle un accident. Et heureusement que dans la musique, il y a des accidents, sinon on s'emmerderait, comme dans la vie d'ailleurs, hein, de manière générale. Et donc une cadence rompue, c'est le moment où vous dites « Ah ben oui, je sens que ça fait venir », et puis il y a une peau de banane. Et je vais demander à Pascal de vous rejouer la partie B de ce menuet, ou plutôt le retour de A, tu vois, Pascal, le dernier système. Et là, on glisse, alors qu'on attendait la fin. Et comme on a raté la fin la première fois, on refait et on réussit la fin. C'est un peu comme dans certaines chansons, vous savez, où on fait le truc, et puis on recommence une deuxième fois, et on recommence une troisième fois pour finir. Forme binaire ou ternaire, c'est un peu ambigu. On se dit, tiens, ça prend tellement de place le retour, est-ce que c'est pas plutôt une forme binaire? On ne va pas débattre longuement sur ce sujet. Alors, voilà un autre exemple, toujours un menuet de jeunesse de Mozart. La particularité par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est que, et c'est une incidence extrêmement importante sur la forme sonate, c'est que la deuxième partie du A module. On ne reste plus dans le ton principal. On est parti en sol majeur et Mozart va aller vers ré majeur. Après, on a le contraste absolument indispensable dans une petite forme comme celle-là. Et puis, le retour de ce qu'on a eu dans le premier cadre rouge, mais à la tonique. On entend l'idée d'abord à la dominante, c'est exactement la même musique, et on le réentend à la tonique. Pascal va vous jouer ça aussi. Assez proche de schémas qu'on a déjà vu avant, mais ce qui est important, c'est que ce qui a été entendu dans une tonalité de la dominante, donc pas le ton principal, est réentendu au ton principal. Encore, oui, donc la partie A module au ton de la dominante et le retour d'une partie de A dans la partie B, mais se fait à la tonique. Voilà encore un petit exemple de menuet de jeunesse avec exactement les mêmes caractéristiques. Ce que vous avez dans le cadre rouge est au ton de la dominante, en sol majeur par rapport à do majeur initial, et Mozart reprend exactement la même chose dans la deuxième partie. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, c'était déjà vrai un peu dans le menuet précédent, c'est que, et vous allez l'entendre, quand la deuxième partie de la première phrase, donc le premier grand cadre rouge, arrive, c'est comme si Mozart voulait mettre en évidence sa nouvelle tonalité par une idée musicale qui lui est propre. C'est de dire, je vais mettre en évidence mon nouveau ton en lui accordant une thématique un petit peu différente, et je pense que ça s'entend extrêmement bien ici. Même principe donc que dans le menuet précédent, un dernier petit menuet de jeunesse.
La première partie du grand A, je n'ai pas réindiqué le A, est à la tonique avec une idée musicale. Et ici, c'est encore beaucoup plus frappant que dans les menuets précédents. Il y a une vraie idée musicale différente au moment de la deuxième partie et qui est aussi dans le ton de la dominante. Donc encore une fois, nouveau ton, nouvelle idée musicale, et ici c'est encore plus frappant que dans les menuets précédents. La conclusion se fait dans le ton de la dominante, et puis on a le contraste. Et de la même manière que dans le menuet précédent, la nouvelle idée qui avait été entendue dans le ton de la dominante est reprise dans le ton principal. Et il y a un retour au ton pour faire la conclusion de la pièce. C'est le... Voilà. Mozart nous refait exactement la même chose que tout à l'heure. On a l'impression qu'il va terminer, il y a une peau de banane et il refait sa fin. Je pense que dans cet exemple-ci, c'est le dernier qu'on vous donne, en tout cas dans ces petits menuets de jeunesse, l'idée d'avoir un contraste à l'intérieur du A pour quand la tonalité de la dominante arrive est, me semble-t-il, très clair. Si je fais un petit bilan de ce que je viens de vous montrer, donc qu'est-ce qui est en jeu dans une grande partie A? Ben, le ton principal et le ton de la dominante, qui vient s'opposer au ton principal. Dans la partie B, ce qui est commun à pratiquement tout ce qu'on vous a montré comme menuet, c'est une partie contrastante et qui joue beaucoup plus sur l'idée de tension, quelque part. Et puis, retour d'une partie de A, ce qui était à la dominante, dans la deuxième partie, mais à la tonique. En fait, si je veux montrer ça à travers un schéma, voilà comment se présente ce qu'on vient de vous montrer. Une couleur différente pour chacune des tonalités, ton principal, ton de la dominante, une couleur pour le contraste, et puis le ton principal qui revient. Si on va un peu plus loin dans ce qu'on vous a montré, ben le ton principal a une idée musicale, idée A. Le ton de la dominante, idée B. Et puis retour à l'idée A ou B, comme on a vu. En fait, vous avez là tous les formants de la forme sonate. Tous les formants sont là. Alors une forme sonate, évidemment, c'est un petit peu plus que ça. Alors, on va l'agrandir. Ce que les théoriciens vont montrer, c'est que la première partie, le A dont on a parlé, contient le ton principal, le ton de la dominante. Alors, dans tout ce qu'on vous a joué, ce que Pascal vous a joué, c'était chaque fois le ton de la dominante. Les musiciens savent que quand on prend une tonalité mineure, on peut aller dans une autre tonalité que la dominante, très souvent chez les classiques, le relatif. Et donc, j'ai mis en dessous thème A, thème B. GTA, GTB, j'y reviendrai après. Mais donc, l'idée, c'est que chaque tonalité a son thème. Et ce qui me paraît vraiment fondamentalement important, c'est que c'est la tonalité qui prédomine et le thème est là pour mettre en évidence la tonalité. C'est sans doute exactement, pas sans doute d'ailleurs de manière certaine, exactement l'inverse de ce qu'on a dans une fugue, où en fait, on présente une nouvelle fois ce sujet et pour le présenter différemment, on lui donne une autre tonalité. Mais ici, c'est d'abord la tonalité qui est déterminante. On a les modulations ou autres au centre, au début du B, et puis le retour du ton principal avec ces deux thèmes. Voilà les formants un peu plus complexes d'une forme sonate. Il y a dans le répertoire pianistique des petites pièces qu'on appelle des sonatines.
Alors, sonatine, comme son nom l'indique, c'est une petite sonate avec plusieurs mouvements. Et Clementi, dans l'opus 36 numéro 1, nous offre, je crois que je n'ai pas souvent trouvé plus court que ça et plus facile à entendre, nous offre une belle forme sonate en une seule page. Je vous montre d'abord, et puis Pascal vous la jouera et je mettrai les couleurs synchrones. On commence par l'exposition. Oui, pardon, je n'ai pas dit dans la dia précédente, excusez-moi, que la première partie a été appelée exposition. On expose les deux tonalités. Développement, c'est le moment où on va faire des tensions. Et puis la réexposition, puisqu'on va retrouver les idées. Donc, la première idée musicale au ton principal, et puis une deuxième idée au moment où le ton de la dominante arrive. Vous allez l'entendre quand Pascal va vous le jouer. Le deuxième thème a quelque chose de plus doux, de plus lyrique quelque part. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore dire ce genre de choses, évidemment, mais tout le monde parlait dans les formes comme celle-là de l'opposition des deux tonalités en disant le premier thème est masculin et le second, je suis désolé, je cite, et le second est féminin. C'est une terminologie tout à fait commune dans le domaine de la forme sonate. Et puis, il va y avoir le développement et puis, bien sûr, la réexposition du premier thème et du deuxième thème. Je n'ai jamais trouvé plus simple que ça. Pascal va vous le jouer et je vous passe les couleurs. Donc voilà cette micro-forme sonate. Et je crois que qu'on connaisse, qu'on sache lire la musique ou non, on entend très très bien les différentes parties. Alors, ça n'a rien à voir avec la forme sonate, mais on ne résiste pas, Pascal et moi, surtout Pascal à vous le jouer, à vous faire entendre cette sonatine bureaucratique d'Erik Satie. Pourquoi? Parce que Erik Satie a repris exactement la thématique de Clementi. Et il y a un texte, je ne sais pas si vous arrivez à bien le lire quand vous êtes dans le fond, mais le voilà parti. Il va gaiement à son bureau, en se gavillant. Alors gavillant, je ne sais pas ce que ça veut dire, il a mis entre crochets, mais j'imagine en sautillant, en étant heureux. Content, il hoche la tête. Pascal va vous le jouer et je vais dire le texte. Le voilà parti. Il va gaiement à son bureau, en se gavillant. Content, il hoche la tête. C'est la première partie de cette sonatine. On ne résistait pas à vous la présenter. C'est vraiment la sonatine de Clementi, enfin, les thématiques en tout cas de manière claire. On est donc dans l'exemple de Clementi de tout à l'heure, dans une forme très réduite. Alors, on va un peu agrandir cette forme, passer de l'idée de la sonatine à l'idée de la sonatine, forme sonatine à forme sonate. Alors, comment est-ce qu'on peut agrandir? C'est ma charpente que je vous ai déjà montrée. Une des manières d'agrandir, c'est de dire, je peux faire une petite coda. Je rajoute un élément à la fin de l'exposition et à la fin de la
réexposition. Alors, comme pour le premier Clementi, en voilà un second, opus 36, numéro 3. Je vous le montre et puis Pascal vous le jouera et je serai synchrone avec les couleurs. Premier thème, couleur bleue. Deuxième thème à la dominante, couleur rouge. Et puis cette petite excroissance là qui est la coda, dont on pourrait se passer. Le compositeur a voulu ajouter une coda. On a bien sûr le développement qui va suivre, et puis la réexposition du premier thème, la réexposition du deuxième thème, à la tonique bien entendu, et la petite excroissance qui est la coda. Je te suis, Pascal. Cette sonatine, mais le moule est le même, bien évidemment. On a les mêmes contrastes et la coda vient simplement donner cette petite terminaison. On va encore un peu agrandir notre forme sonate. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce que les compositeurs vont faire, c'est de faire une petite zone entre le premier ton et le deuxième ton, entre le premier thème et le deuxième. C'est ce qu'on appelle une transition. Une des terminologies beaucoup plus utilisées, c'est aussi un pont. Selon les terminologies, c'est transition ou pont, mais vraiment cette idée, je vais amener ma deuxième idée. Il est évident qu'à partir du moment où on a fait ça à l'exposition, on va pouvoir le retrouver à la réexposition. Et tant qu'à faire, puisque ça articule la forme, pourquoi ne pas faire, après le développement ou entre le développement et le ton principal, une retransition? Retransition, le terme peut paraître particulier, mais de fait, entre le premier et le deuxième thème, la transition peut servir à amener la nouvelle tonalité, et la retransition sert à revenir à la tonalité de départ, si vous voulez. D'où cette terminologie. Ça, c'est le prototype de la forme sonate, telle que l'a définie Czerny. Donc la forme sonate, c'est une forme archétypale de la musique tonale. C'est, je n'hésiterai pas à utiliser cette manière de présenter les choses, une manière de penser la musique. Pierre Boulez a écrit un ouvrage fort important aussi pour la musique de son époque, qui s'appelait « Penser la musique ». Et Mozart, en fait, c'est le champion des formes sonates. On a l'impression qu'il ne peut pas penser autrement, que c'est sa manière de respirer. Même à l'opéra, dans beaucoup d'airs, la forme sonate se cache derrière. C'est une manière de penser la musique chez Mozart. J'ai agrandi la forme, comme vous l'avez vu, et je vais me permettre
un moment de la réduire maintenant. Et j'ai toujours un plaisir absolument immense à présenter une de mes œuvres les plus importantes. Je vais me mettre au piano parce que, vous le constaterez quand je vais le jouer, ce que j'ai écrit est beaucoup, beaucoup trop difficile pour notre pianiste. En général, quand je joue ça à mes étudiants, j'ai un tonnerre d'applaudissements. En réalité, tu as compris Pascal, c'est pas trop difficile quand même, ça va aller. En réalité, ce que je viens de vous faire qui peut paraître complètement absurde, c'est ça le format de la forme sonate. Et ce qui est le plus fondamental, c'est que ce que je viens de vous jouer, c'est la philosophie même du système tonal. Le système tonal étant de dire je pose quelque chose de stable, je crée une tension et je reviens à la stabilité. Et donc ce que je viens de vous jouer, c'est une micro forme sonate, si vous voulez. Bien, après ce chef-d'œuvre que vous n'oublierez jamais, j'imagine, on va vous proposer, Pascal et moi, maintenant de faire un petit regard détaillé sur certaines zones de la forme sonate. Alors, celle-ci, on ne va pas vous la rejouer, c'est la sonatine de Clementi que vous avez déjà entendue. Ce qui est marquant dans le thème B, donc, c'est une autre tonalité, on l'a dit, une autre énergie, un accompagnement différent. Le compositeur met tout en œuvre pour qu'on comprenne bien que c'est une autre zone. Alors, dans une exposition, avec ou sans transition, voilà un bel exemple chez Culot, où en fait, je vous le projette premier thème, deuxième thème, et vous vous apercevrez qu'on a une coda qui prend un peu d'ampleur. Alors, je vais demander à Pascal de vous le jouer sans refaire mon système de dia. Vous avez compris comment ça fonctionne, les couleurs. Je vous donnerai un signal, simplement. Et voici donc le deuxième thème. Et la coda. C'est une petite sonatine de Culot. C'est de la musique, en fait, tout comme celle de Clementi, destinée aux amateurs. Hein. Donc le compositeur écrit ça. C'est une manière de vivre pour eux aussi, hein, de gagner des sous auprès de leur éditeur et de vendre la musique pour les amateurs. Alors, on va laisser de côté cette affaire-là maintenant, mais je voudrais quand même dire un mot à propos de cette terminologie, thème A, thème B. Rosen appelle ces zones-là le groupe thématique A et le groupe thématique B. En fait, cette terminologie et ces trois lettres m'arrangent bien, moi aussi, par rapport à la manière dont je conçois la forme sonate, puisque le T peut correspondre autant à thématique qu'à tonal. Groupe tonal A, groupe tonal B. Mais pourquoi appeler ça de cette manière-là? Tout simplement parce que au sein d'une même tonalité, on peut avoir plusieurs idées musicales. Et donc, Pascal va vous jouer un extrait de la sonate, là pour le coup c'est une sonate et plus une sonatine, opus 49 numéro 2, et il va vous jouer le groupe thématique B. Et vous voyez que j'ai mis GTB1. C'est la première partie, ou c'est le début du deuxième ton. Et là, je vais le suivre et je commenterai. Écoutez bien ici.
idée, toujours dans le même ton, donc GTB2. Et la coda pour terminer. Donc voilà pourquoi groupe thématique, c'est qu'au sein d'une même tonalité, on peut avoir deux, parfois même trois idées différentes. Forcément, la forme s'agrandit, vous l'avez compris. Alors, Mozart, Köchel 332, ce qu'on vous a montré dans le Beethoven, c'est plusieurs groupes thématiques B. Il peut arriver qu'il y ait des groupes thématiques A diversifiés aussi. Et donc, je vais d'abord vous le présenter, et puis Pascal vous le jouera. On a la première idée du GTA, et puis on a une autre idée musicale. J'ai mis une autre couleur, un peu bleu ciel. Donc, on a déjà dans le premier groupe deux idées différentes que vous allez entendre très clairement. Il y a une zone qui est la transition, sur laquelle on reviendra un peu plus tard, et puis on a le GTB1. Et puis on a un GTB2 et carrément un GTB3. Donc forcément, la forme s'agrandit. Quand on garde GTB, c'est que c'est la même tonalité, hein, on est bien d'accord. Et puis le tout se ponctuant par une coda. Alors, Pascal va vous jouer, je vais refaire mon petit diapo, ma manipulation, le premier groupe thématique jusqu'à la transition, Pascal, si tu veux bien. Et ne pas jouer la transition. Nouvelle idée. Voilà ce premier groupe thématique et on entend très clairement que la deuxième idée est très contrastante par rapport à la première. Deuxième groupe thématique, donc à partir du temps de la dominante. Voilà des variations écrites dans la répétition. Mozart n'est pas avare, hein. Encore une partie thématique. C'est incroyable, hein, le nombre d'éléments différents. Et on saute d'une énergie à une autre. Il est clair que dans cette sonate, il y a l'influence de la musique de scène et de l'opéra. C'est évident dans l'écriture. On sent qu'on a des personnages différents. Et donc ça, c'est Mozart qui est ce grand compositeur, cet homme de théâtre, en fait, quelque part. Donc voilà pour ce que c'est que des groupes thématiques. Alors, une transition ou un pont, hein, on continue à détailler chacune des parties. Ça peut être parfois une petite zone, très courte, la transition. Parfois, ça peut prendre plus de place. Mais en tout cas, l'idée, c'est de créer un joint, si vous voulez, entre les deux groupes thématiques. Alors, une transition, il y a deux formes. Il y a ce qu'on appelle la transition modulante. Ça veut dire qu'on fait une partie de transition, mais on ne module pas nécessairement. Et puis, bien sûr, on peut faire une transition modulante. Et donc, voilà une transition non modulante. Et je trouve cet exemple-là est formidablement clair parce que vous allez entendre le GTA et puis cette partie dans le cadre rouge, je vous dirai quand elle arrive, qui est vraiment comme un petit élément musical destiné à nous emmener ailleurs. Ça s'entend, je pense, très très clairement. Tu peux jouer le premier thème aussi.
du groupe. Pardon. Et vous êtes prêts à recevoir le deuxième groupe thématique. On n'a pas modulé pour autant, mais vous sentez à quel point musicalement c'est une petite zone agitée pour amener. Un deuxième petit exemple tiré de l'opus 49 numéro 2 de Beethoven. C'est pareil, Pascal va vous jouer le premier groupe thématique et vous allez entendre l'énergie de la transition qui est très différente de ce qu'on a entendu avant. La voilà. C'est vraiment un moment d'agitation, vous savez, c'est un peu, il n'y a plus de thématique, hein, parfois je dis à mes étudiants, et c'est pas péjoratif, c'est du bruxellois, c'est du brol musical. Du brol, ça veut dire que la thématique en elle-même n'a aucune espèce d'importance. C'est comme si Beethoven agitait une grande sonnette en disant « Attention, attention, mon deuxième thème va arriver ». C'est ça le but. Et ça fixe un ré ici de manière très importante. Donc c'est non modulant. Mais il peut y avoir, je vous l'ai dit, des transitions modulantes. Et donc vous allez l'entendre, c'est dans un cadre rouge à nouveau. On va amener la nouvelle tonalité par une modulation progressive. C'est une sonatine, là pour le coup de nouveau, de Cullot. Il reprend son thème à la main gauche. Et on reçoit le deuxième thème. Donc c'est bien une transition qui module dans ce cas-là. Alors Pascal, il vous jouera cette sonate en entier tout à l'heure pour terminer. La transition dans cette sonate de Mozart, dont vous avez dit qu'elle était très influencée par l'opéra, il va vous jouer cette transition qui est une transition modulante et qui prend de l'espace. Quand j'entends cette transition et que j'ai entendu les thèmes qui précèdent et qui vont suivre, j'ai l'impression d'être devant un plateau d'opéra où on est en train de changer le décor. C'est l'orchestre qui joue, en fait. C'est vraiment ça l'esprit de cette transition. Encore une transition chez Beethoven, et je vous propose, donc c'est l'opus 2, numéro 1. Le thème, vous allez l'entendre. Et là, ce qui me paraît intéressant à écouter, c'est que la transition va réutiliser l'idée thématique qui précède. Première chose. Deuxième chose, c'est que, au niveau des proportions, la transition est plus longue que le thème lui-même. Et voilà le deuxième thème qui arrive. Donc cette transition réutilise le matériau, mais on sent qu'elle est en train de vouloir moduler. Dernier exemple de transition, c'est dans l'opus 10 numéro 1. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la fin du GTA, et puis la transition, vous voyez quand même le cadre rouge, ça prend de l'espace, hein, ça prend du temps. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que Mozart semble donner une thématique propre à cette partie-là.
C'est comme si cette transition ne va pas utiliser nécessairement ce qu'a dit Beethoven, pardon, ce qu'on a entendu précédemment, mais il met un thème propre à cette transition. Point final de GTA. Et voilà le deuxième groupe thématique. Ça prend de l'espace, cette transition, évidemment. C'est un nouveau thème. Et Beethoven, évidemment, c'est un immense compositeur qui joue avec les codes. Ça veut dire que, comme ça, je m'adresse plus aux musiciens aussi dans ce cas-là, comme c'est une tonalité de do mineur, le ton qu'on attend pour le deuxième thème pourrait être mi bémol majeur. C'est le ton du deuxième thème. Et il commence par un mi bémol tout seul, sa transition. On se dit, ah tiens, c'est le nouveau thème qui va arriver. Et puis on se rend compte seulement progressivement que c'est pas encore le thème. Il y a une espèce de surprise à travers cette note attaquée. Alors, dans les exemples qu'on vous a montrés de transition, il y a des longueurs variables. Alors, j'ai mis 3 compositeurs, Mozart, Beethoven, Schubert, et je reprends une manière de présenter les choses que je crois Victor Kissine avait un jour dit dans la classe, dans ma classe, lorsqu'il était venu faire cours. Il dit, en fait, les stratégies de transition chez Mozart et Beethoven et chez Schubert sont très différentes. Chez Mozart, la plupart du temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des exceptions, la plupart du temps, en fait, il sait qu'il va quitter le ton pour aller dans une nouvelle tonalité, mais bon, il va faire ça rapidement. C'est un mini-trip, vous voyez. Il prend avec lui de quoi changer à l'hôtel et revenir le lendemain. Beethoven, lui, il est persuadé qu'il va quitter définitivement le ton. Et il met tout un attirail pour essayer d'y arriver. Victor disait, Beethoven loue un semi-remorque, prend tout avec lui, bien décidé à ne pas devoir rentrer. Il rentrera, bien entendu. Et Schubert, ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions, mais très souvent chez Schubert, il n'a aucune envie de quitter le ton principal. Il n'a aucune envie de quitter son thème, évidemment. D'où, entre autres, ce qu'on appelle les divines longueurs chez Schubert. Et Schubert, il faut vraiment... C'est au dernier moment qu'il se décide, parce qu'il faut bien moduler un moment, mais il y a le quatuor Rosamonde, c'est extraordinaire, on sent toute la transition qui... Et puis il se dit non, je suis trop bien dans ma tonalité. Et puis il réessaye, et c'est vraiment au tout dernier moment qu'il fait la jonction, si vous voulez. Alors ces différentes parties dont on vous a parlé, qui appartiennent à l'exposition, quel rapport il peut y avoir entre, parce que c'est quand même une sonate qui doit tenir, si vous voulez, au niveau thématique, quel rapport il peut y avoir entre le GTA, le GTB, la transition, les codas? Est-ce que ce sont des choses qui contrastent, on l'a entendu, mais qu'est-ce qui fait que ça les unifie quand même? Alors, le premier exemple que Pascal vous l'a joué tout à l'heure, dont on ne va pas vous le rejouer maintenant, c'est cette sonate Köchel 283, où manifestement, les 3 éléments encadrés, le premier groupe thématique, le pont, et le deuxième groupe thématique on peut trouver des similitudes, mais ils sont vraiment très éloignés, très contrastants. Ça, c'est donc chez Mozart. Chez Beethoven, par contre, il a toujours cette volonté de faire en sorte que le noyau de départ, la thématique de départ, puisse avoir un écho dans la construction des autres thématiques. Il fait, c'est d'actualité aujourd'hui, c'est du vrai recyclage chez Beethoven. Il dit, je prends mon thème et je vais vous faire entendre tout à fait autre chose à partir du même thème. Et je vais vous demander à Pascal de bien vous jouer, on va dire peut-être les 3-4 premières mesures du premier groupe thématique.
merci beaucoup Pascal, est de vous jouer, de jouer les premières mesures du deuxième groupe thématique. Très différent hein, au niveau du caractère. Mais si on y regarde bien, je vais demander à Pascal de jouer la première mesure un peu différemment. De ne pas jouer le fa dièse, mais de jouer un sol à la place du fa dièse. Et jouer dans la foulée maintenant le deuxième groupe thématique. C'est lui, hein, c'est lui. Il y avait une ornementation, il n'y en a plus, mais c'est la même source, si vous voulez. Ça, c'est extrêmement beethovénien. Autre exemple, donc c'est dans la sonate opus 2 numéro 1, Pascal va jouer simplement la tête du début de cette sonate. Voilà, c'est le motif initial. Et vous avez vu, j'ai mis un petit cercle là. En fait, c'est une ornementation, hein, simplement, écrite. Et donc, on peut la supprimer. Et Pascal va vous jouer ça en ne faisant que le sol, une croche, sans faire l'ornementation. Le début de la transition, c'est exactement la même chose, mais regardez le deuxième groupe thématique que Pascal va vous jouer. C'est exactement la même rythmique que le premier groupe thématique. Mais qu'est-ce qui fait que vous l'entendez différemment? Ben, d'abord parce que la première fois c'est staccato, la deuxième fois c'est legato. C'est vraiment du recyclage magnifique, se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça pour créer une autre. Et ça, c'est dans un même mouvement, évidemment. Alors, j'imagine que tout le monde se souvient du début de la 5e symphonie de Beethoven. Pa-pa-pa-pim, troisième mouvement, pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam. Il reprend le noyau, bien sûr, pour faire lien entre les mouvements dans ce cas-là. Mais c'est très, très typique chez Beethoven. Alors, après cette partie d'exposition, et quelques exemples qu'on vous a montrés, arrive le développement. La question, c'est vraiment le développement de quoi? Alors, Czerny dit dans sa définition que c'est le développement des éléments thématiques entendus à l'exposition. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Avant Beethoven, on peut avoir une toute autre stratégie. Je pense qu'avant Beethoven, il faut considérer le développement, non pas comme l'idée de développer les thématiques, mais comme l'idée de développer la tension qui a été créée par le deuxième ton, parce qu'il n'y a rien à faire. Ton principal, ton de la dominante, ça crée une tension. Et le développement, c'est une manière de prolonger la tension. Comment? En faisant des modulations, par exemple. Hein. Mais on peut ne pas avoir de thématique, ou il peut y avoir une thématique propre au développement. Et il y a même des formes sonates sans développement. On fait l'exposition et tout de suite la réexposition. Alors, comment fonctionne un développement? On va reprendre, parce que c'est tellement facile et clair, cette sonatine de Clementi, l'opus 36 numéro 1, mais je vous montre d'abord les éléments. Donc c'est ceci, le développement. Alors, ce qu'on va entendre au début du développement, pili pipam pam pali pipam, c'est évident que c'est la tête du thème. Et puis un peu plus loin, on va entendre sol, fa, ré, mi, do, si. Ben oui, mais ça c'est sol, fa, mi, ré, do, si. Mais élargi temporellement. Et Pascal va vous le jouer, mais en faisant non pas sol, fa, ré, mi, do, mais en jouant sol, fa, mi, ré, do, si. Et on comprend tout de suite le lien qu'il y a avec ce qu'on a entendu dans l'exposition. On peut jouer les quelques premières mesures de l'exposition et puis du développement. Modifié. Oui, modifié, oui. Ça marche, hein? Ça marche. Donc, comme hier, je m'étais permis de corriger Bach, je fais pareil avec Clementi.
Et ce mouvement-là, c'est encore un agrandissement. Sol, fa, sol, ré, sol, mi, sol, do. Donc en fait, c'est un bel exemple clair qui montre comment, en fait, on réutilise des éléments entendus. Ici, c'est le GTA qui sert à faire le développement et rien d'autre. Dans cet autre exemple de Beethoven, c'est une sonate, donc c'est l'opus 49, numéro 1. Je vous le montre et puis Pascal vous le jouera. C'est donc le début de ce développement. Vous allez l'entendre, ça sonne comme une espèce d'ouverture. Ça sonne très grandiloquent, je dirais. Je vais vous amener maintenant mon développement. Et puis vous avez l'idée principale du développement qui est là. Vous entendrez très très clairement quand elle arrivera. Et puis on retrouve l'élément du GTB pour ramener progressivement la tonalité. On passe par des microtonalités dans ce développement. On était en mi bémol, on passe par un petit do mineur. On va je ne vais pas aller trop loin dans le domaine de l'analyse tonale. C'est vraiment, là pour le coup, il faut vraiment être un peu spécialisé pour saisir. Mais ce sont donc on va dire des transpositions. On passe par telle tonalité, telle tonalité. C'est ça qui crée évidemment la tension dans le développement. Et puis, il va y avoir une belle retransition sur un vous allez entendre presque obsessionnel à la basse que mon maître et ami Jean-Claude Bartzoun, que beaucoup connaissent ici, appelait le suspense à la dominante. Je trouvais la terminologie géniale, c'est de dire on agite cette dominante et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de retrouver la tonalité et associer à la tonalité le thème qui lui était associé. Ouvert le chemin. Voilà une idée qui est presque propre au développement. On va retrouver l'idée du GTB. Petite modulation. Et on revient à sol mineur. Et voilà le suspense. Attendait ce retour. Il a tout fait, Beethoven, pour nous inviter à désirer le retour du thème. Voilà encore un développement chez Beethoven. Je vous le montre pareil, et puis Pascal vous le jouera. Et j'ai mis, donc pour ceux qui dominent ça un peu, les tonalités utilisées. Ici, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment Beethoven utilise dans un premier temps la thématique de son GTA et puis dans un deuxième temps dans son développement la thématique du GTB. C'est vraiment la place belle aux deux thèmes, si vous voulez, à des moments différents. Et puis, chaque fois que vous verrez les petits cadres affichés, c'est toujours la même thématique, la même couleur, mais on change de ton. On va en do mineur, puis on va en si bémol mineur, on va aller vers la bémol majeur, et puis on fait vraiment de petites modulations pour amener de la tension, si vous voulez. Le tout allant aboutir évidemment à la réexposition. Alors je continue mon petit schéma. Ça c'est la retransition. Elle est longue, la retransition, et Beethoven fait un truc absolument génial. J'ai toujours été en profonde admiration devant quelques mesures de cette transition. En fait, comme dans la sonate précédente, il va faire un suspense à la dominante. On est en fa mineur et il tape le do, 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 do. On attend avec impatience le fa. Et alors il écrit ça qui est absolument divin. Et ça, on pourrait s'en passer. On pourrait très bien imaginer fa, mi, ré, do, fa, mi, ré, do, do, fa, et repartir dans les expositions. Ça marche. Mais ça, cet ajout-là est absolument somptueux, c'est d'une créativité absolument incroyable. Voilà, on va l'écouter.
change de ton, c'est toujours la même idée. Le Do est martelé à la basse, hein. Et ceci. Qui est formidable. Qui est formidable parce qu'on ne s'attend pas du tout à recevoir une chose comme celle-là. Et puis bien sûr, on aura la réexposition. Alors, oui, celui-là, je dois absolument vous le montrer, et puis je laisserai là les aspects du développement sur le plan formel. Ce que vous avez au début, c'est dans le cadre rouge, c'est le début du développement. Et ce que Beethoven va faire ici, c'est nous proposer comme développement pratiquement un nouveau thème. Il ne va pas réutiliser la matière, si en partie il le fera, mais il ne va pas réutiliser la matière précédente, il va nous proposer une nouvelle thématique dans le ton de Fa mineur. Et puis il va continuer cette thématique dans le ton de Si bémol mineur. Je reviendrai à cette tonalité dans un instant. Et puis en Ré bémol majeur, et puis en Si bémol mineur, mais de manière très fugitive, un petit Fa mineur très fugitif, retour à Do mineur et l'inévitable retransition, le suspense pour ramener la tonalité. Alors, on va l'écouter et puis je vous dirai un mot plus précis par rapport à cette idée des tonalités utilisées. Donc, ouverture de ce développement. Nouvelle idée. Nouvelle tonalité, Si bémol mineur. Qui amène Ré bémol. Tout petit Si bémol mineur. Petit Fa mineur. Avec force, retour de Do mineur. Et réexposition. En fait, je voulais absolument épingler les tonalités parce que si on fait le bilan des tonalités de cette sonate, Do mineur, c'est le ton principal. Mi bémol majeur, c'est le deuxième ton, le deuxième thème. Et puis, c'est à distance de tierce mineure, hein, là pour les musiciens. Et puis, voilà les tonalités par lesquelles il va passer dans son développement. Do majeur, Fa mineur, Si bémol mineur, Ré bémol. Et puis, de manière très fugitive, Si bémol mineur, Fa mineur, Do mineur. Manifestement, il y a un plan modulant qui est complètement symétrique. Do, Fa, Si bémol, Ré, Si bémol, Fa, Do. Ce sont les stratégies de Beethoven. Ça, un plan modulant ne tombe pas au hasard. Il y a une volonté de créer une forme de symétrie ici. Et manifestement, ce sont des rapports de quinte entre Do, Fa et Si bémol. Et ce qui est évidemment fort adroit de la part de Beethoven, mais enfin on peut dire qu'il savait écrire de la musique, lui. Tierce mineure, exactement le rapport qu'on a eu dans l'exposition au début. Voilà les stratégies, si vous voulez. Mais, je vous montre un dernier exemple de développement, sans modulation, chez Mozart. Voilà le développement de la sonate. Ce développement fait quelques mesures alors qu'il y a 3 GTB, enfin c'est incroyable. Mais voilà un développement sans aucune modulation. On était en Sol majeur, on arrive en Ré majeur, et voilà son développement.
fameux suspense, la transition, retransition. Et on revient au thème initial. C'est vraiment très ramassé, mais quand Mozart fait quelque chose comme ça, c'est qu'il a une idée derrière la tête, évidemment. Et on y reviendra un tout petit peu plus tard. Enfin, dans très peu de temps, d'ailleurs. La réexposition, après le développement, on va dans une réexposition. Les Anglais disent beaucoup plus recapitulation, c'est le terme qu'ils utilisent eux plutôt que réexposition. Quand on réexpose, on va réexposer les thèmes, on est bien d'accord. Il y a des choses, en fait, qu'on peut faire copier-coller, a priori. Si le premier thème était en Do majeur, bah, la réexposition, je peux le refaire en Do majeur. C'est ce que j'appelle non obligé. Parfois, le compositeur réécrit des choses, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, le deuxième ton, il faut bien le réécrire dans la bonne tonalité. Pas question de faire du copier-coller. Hein, de manière synthétique, ça, réécriture non obligée. Si c'est une transition qui ne module pas, on ne doit pas la réécrire. Si elle module, il faut la réécrire, puisqu'on va aller dans une autre tonalité, et ça, il faut bien le réécrire. Et si je vous montre ce tableau-là, c'est que quand Mozart ou Clementi ou d'autres compositeurs font de la musique pour les amateurs, qui sert à vendre chez les éditeurs, eh bien, souvent, ils font du copier-coller. Ça va vite. Pas besoin de faire quelque chose de plus sophistiqué. Mais dans les sonates, chez Clementi comme chez Mozart, à la réexposition, soyez sûr que la plupart du temps, il va réécrire. Parce que là, c'est de la musique sérieuse, si vous voulez. Exemple de réécriture, alors je n'ai pas mis de couleur, mais je vous l'explique, c'est une des sonates que vous avez déjà entendues. Pascal va vous jouer, vous voyez, vous avez 4 portées, si vous voulez, exposition 2 lignes, réexposition 2 lignes. Et je vais demander à Pascal de vous jouer ce qu'on a entendu à l'exposition et de jouer après dans la foulée ce qu'on entend à la réexposition, ce qui va vous permettre d'entendre les petites modifications, la réécriture, alors qu'elle n'est pas obligée, hein. Pascal vous a joué maintenant, c'était ce qui précède ce que vous avez sous les yeux, c'était la première présentation du thème, mais il vous a joué aussi la deuxième présentation, et je propose de jouer maintenant cette deuxième présentation du thème au moment de la réexposition. Donc il y a vraiment une réécriture. Alors, vous vous souvenez dans ce que j'avais montré dans cette sonate de Mozart en disant il a fait un développement extrêmement court, il ne module pas dans son développement, et donc je demandais à Pascal de vous jouer, donc c'est la même chose, hein, ce qu'on entend à l'exposition et ce qu'on entendra à la réexposition, et on comprendra la stratégie mozartienne. Voilà ce qu'on a entendu à l'exposition pour commencer. Et voilà ce qu'on va entendre maintenant. Dérapage. En fait, qu'est-ce que Mozart nous fait là? Eh bien, il nous fait, j'allais dire une forme de farce, en tout cas, c'est vachement intelligent, c'est de dire, je vous fais un développement où il n'y a pas de modulation.
Pas de surprise. Mais à la réexposition, je vous fais ces petits tours de passe-passe qui font qu'on a des micro-modulations. En fait, il met dans la réexposition le procédé qu'il aurait dû mettre dans le développement. C'est de l'humour aussi quelque part, à dire « Oh, je vous ai bien eu, hein. Ce que vous attendiez là, je le mets maintenant. » Et c'est très surprenant. C'est Mozart, évidemment. Alors, je vais terminer moi mon exposé. Je suis formidable. Dans les temps, mais je vais prendre un tout petit peu d'eau, en vous proposant, avec Pascal, que je remercie énormément, hein, parce que c'est ce que je lui demande de faire, c'est très périlleux. Il doit être là à écouter celui qui cause et jouer directement. On a déjà fait à plusieurs reprises, mais donc merci 1000 fois. C'est tellement gai de faire ça avec un pianiste aussi talentueux et aussi indulgent. Parce que quand même, je l'ai... C'est quand même indulgent parce que je l'ai chassé du piano pour me mettre pour jouer mon œuvre superbe, hein, vous avez bien compris. Non, j'ai bien compris. Alors, ce que je vais vous proposer pour terminer mon exposé, c'est de prendre maintenant une sonate complète. Premier mouvement, c'est l'opus 10, numéro 2. Et j'ai mis normes et transgressions. Donc vous allez voir que dans cette sonate, tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent s'y trouve. Mais il y a des drôles de surprises. Et Pascal va vous la jouer, vous l'entendrez après dans la partie plus concert, dans son intégralité, je me tairai à ce moment-là, bien évidemment. Mais donc Pascal va vous jouer le premier groupe thématique. Voilà, il a fini sa tonalité, son fa majeur, il décide maintenant de faire une transition pour aller ailleurs. Avec force, hein? Oui, mais là, il y a un pépin déjà. C'est que là où il arrive pour les musiciens, il arrive au seuil de la tonalité de La. Oui, mais... normalement, c'est le ton de la dominante. Alors, on sait que à cette époque-là, et puis chez d'autres compositeurs, ça viendra chez Schubert, on va trouver d'autres modulations. Plutôt que de moduler la dominante, on peut aller au 3e degré, au 6e degré baissé. Mais il nous invite à aller en La majeur. Mais ce farceur nous dit non, non, je vais quand même faire mon thème en Do. Donc, il vous amène au seuil de quelque chose et se dit non, ça, c'est pas la norme, ça, hein, pas du tout. Et je vais quand même prendre ma tonalité de Do et on va entendre le premier groupe thématique suivi ce que j'appellerais un peu comme une deuxième transition pour amener une deuxième idée dans le groupe thématique B en Do majeur. Pascal va vous jouer ça, c'est juste que avant... Ça nous prépare à recevoir une nouvelle idée. Et voilà la nouvelle idée qui va arriver. Le GTB2, qui va se faire entendre 2 fois en Do majeur et puis en Do mineur, ce qui va dramatiser le discours. Peut-être cette zone-là, parce qu'à jusqu'au moment où on a les contretemps, tu vois. Donc à partir de La, Fa, l'autre, tu viens t'arrêter en fait. Fa, Fa, Ré, Mi. Jusque avant, pat, tous les contretemps. Pat, c'est joli, hein, comme... Voilà. En mineur. Et non content, il va encore mettre un 3e thème, qui est un thème de conclusion et qui sera suivi d'une assez longue coda. Et Pascal va vous jouer ce thème de transition, ce thème de conclusion et la coda. Coda, on sent le caractère qui a changé.
voilà l'exposition terminée. On a une ou deux tonalités, différentes thématiques, va arriver le développement. Vous avez entendu comment ça se termine, hein? Yam, pam, pam, une manière très forte de ponctuer. Développement, hein, il commence par la, mi, la. On se dit, oui, tiens, mais la. Ah oui, mais c'était la tonalité qu'il avait voulu amener dans la transition. Donc en fait, ça c'est finot quand même. Il vous dit, j'amène là, mais attendez, un peu de patience, il arrivera plus tard. Et ça c'est une belle stratégie de commencer son développement en la. Enfin, même si c'est très fugitif, c'est quand même là qu'on entend. Et donc, ce développement va fonctionner en plusieurs phases. La première phase, c'est celle en ré mineur, et Pascal va vous jouer jusque-là, donc c'est les quelques premières mesures, Pascal, avant que fa, sol, la, ré, avant ça. Donc, et vous avez vu que j'ai mis motif A. Je reviendrai à ça dans un instant. En fait, le motif musical, ce n'est que ce que j'appelle parfois la crotte de mouche de la fin de l'exposition. Yam, pam, pam. Et il prend ça pour faire son développement. Voilà. Et puis va entrer l'idée B, qui va se faire en plusieurs phases. Je vous les montre, le début en tout cas, avec les différentes tonalités. Quand je dis motif B, je reviendrai après sur l'idée de motif, hein. Donc on est en ré mineur, on va aller en sol mineur, on va aller en si bémol majeur, et ce motif B va aller jusque l'endroit que vous avez sous les yeux en bleu, et donc je vais le souligner lorsqu'il arrive. Je te suis, Pascal, donc jusque... Oui, au moment où on retrouve... Et puis, on va retrouver le motif A, et qui va aboutir à une transition progressive vers la tonalité de Fa mineur. Et avant que Pascal vous le joue, je vais quand même vous montrer ce qui va arriver à un moment de tout à fait particulier. En fait, j'y reviendrai un tout petit moment après, mais il ramène le ton de Fa, qui est le ton principal. Certes, il est en mineur, mais c'est pas un problème de le faire en majeur. Et puis, il a tout en main pour pouvoir ramener la tonalité. Et alors, il se met une peau de banane là, au dernier moment, avec un accord qui arrive et qui est plus que surprenant, mais surtout, comme il est à la fin de sa retransition et qu'on attend Fa, il dit « Oh, je prends un chemin de traverse, je vais aller visiter... Mais évidemment, il fait ça au dernier moment, ce qui veut dire qu'il va en ré mineur, qui n'a rien à voir avec la tonalité dans laquelle il devrait aller, et vous l'entendrez. À la fin de ce moment où il s'est perdu, il y a ce grand silence qui sonne comme un point d'interrogation. L'image, c'est Beethoven en disant « Mince alors, je me suis vachement égaré. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire après ?» Donc à partir de ces bruits. C'est le Fa mineur maintenant. Vers Fa mineur. Et ça, c'est l'accord qui fait tout basculer. Vous avez entendu comment il termine son développement? C'est Beethoven qui hésite, hein. Il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est assez volontaire, évidemment, il s'est mis dans l'embarras exprès, mais ça dramatise le discours de manière merveilleuse, évidemment. Et la question, c'est de savoir, après ce grand silence de suspense, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, comme dans tous les bons suspens, j'attends un peu avant de vous le révéler.
Simplement vous dire un mot sur les motifs utilisés dans cette pièce. Donc, vous avez vu dans le développement, pardon, j'ai noté motif A, motif B, hein, vous avez compris. Alors, ça, c'est en tout cas le premier thème au-dessus, ce qu'on entend dans le pont, le GTB1, le GTB2, le GTB3. Il y a de la matière. Hein. On peut dire que dans son exposition, il a de la matière à revendre pour faire un développement, sur le plan purement thématique. Et voilà, c'est Beethoven, il va se dire, non, je ne prends pas tout ça. Je ne vais ne prendre comme matériau d'abord que ça. Pom, 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 que ça. Et en fait, son développement commence effectivement de cette manière-là, et puis, avec une petite ornementation, mais c'est exactement la même chose. Ce n'est que cette petite crotte de mouche, comme je l'aime l'appeler, qui va servir au début du développement. Bien, c'est le motif A. Puis le motif B, ça c'est beaucoup plus particulier parce que il est extrait d'un élément qu'on a dans toutes les thématiques. C'est assez génial ça. En fait, Do, si, Do, c'est une simple ornementation. Mais dans le GTB 1, pardon, la, fa, ré, mi, fa, ré, mi, fa, ré, mi. Il y a un petit dessin, comme une croix, si vous voulez, que je pourrais symboliser de cette manière-là. L'axe étant la note, mi, ré, fa, mi, ou bien mi, fa, ré, mi. On tourne autour d'une note, simplement. Et ça, c'est la matière première, enfin, une des matières du développement, c'est du deuxième motif. C'est donc aller chercher quelque chose qui est presque minuscule et en faire l'élément du développement. Retenez cette petite croix, Do, si, ré, do, cette petite croix. Quand je dis croix, je devrais ramener le troisième point à la verticale du premier. Ça va? Je l'ai espacé. C'est ce qu'on appelle une double broderie. Alors voilà le début du développement que j'ai réécrit en partie. Ré, do, mi, ré. Je pars du mi. Mi, ré, fa, mi, sol, fa. Et partout, c'est ça. Ce n'est que ça, son motif. Donc, il y a quelque chose de formidable dans ce développement, c'est de dire, je prends les choses les plus insignifiantes et j'en fais ce qu'il en fait, bien évidemment, qui est absolument merveilleux. Mais je reviens à notre suspense. Qu'est-ce qui va arriver? Que faire? Que faire? Alors, il y a deux solutions. La première, c'est de se dire, tant pis, j'y suis, j'y reste. Et je fais ma réexposition dans un mauvais ton. Ou bien il fait une deuxième transition, il recommence une transition pour ramener quand même la bonne tonalité. Eh bien, la première option qu'il prend, c'est de dire, j'y suis, j'y reste. Et il fait sa réexposition dans la mauvaise tonalité. Mais il s'en rend compte, puisqu'il y a un deuxième énorme silence qui arrive et qui semble dire « mais c'est pas possible, il faut absolument que je ramène ma tonalité ». Et la petite zone qui suit, qui est dans ce cadre, c'est comme si par petites touches, il cherchait à retrouver la bonne tonalité. C'est merveilleux comme c'est fait. C'est vraiment se dire j'y arrive. Enfin, on revient dans la tonalité. C'est quelque chose de fantastique chez Beethoven de manière récurrente. C'est ces surprises en fait. On a la norme. Le modèle de la forme sonate y est, mais ce qu'il en fait est tout à fait étonnant. Et le chemin de traverse qu'il emprunte, je le dis là aussi, c'est pour les musiciens, c'est une petite... et là pour le coup, c'est vraiment pas facile. Comment est-ce qu'il fait pour s'égarer? C'est cet accord-là, sur le si bémol. C'est ce qu'on appelle une sixte augmentée. Pour les musiciens, la sixte augmentée, c'est un accord qui est destiné... C'est un 2D ou un 5 du 5, excusez-moi, je ne vais pas être très long avec ce genre de choses, mais ça amène une dominante, et donc c'est grâce ou à cause de cet accord que ça n'a pas marché. Et donc je me suis dit, mais bon sang, et si on supprime le chemin de traverse? Ben oui, je vais, comme il est fait hier, corriger Beethoven, évidemment. Lui dire, mon ami, t'égarer, c'est bien, mais fais attention, tu aurais dû faire ça. Et donc, Pascal va vous jouer ce que Beethoven aurait pu faire sans problème, sans s'égarer et rentrer dans le ton.
Il est dans le bon ton. Mais l'égarement est tellement plus génial, évidemment. C'est ce qui donne ce côté complètement dramatique, évidemment. Alors, je ne vais pas vous parler de la réexposition, vous allez entendre la pièce entièrement, mais sachez qu'elle a son lot de surprises. La seule petite surprise que je voudrais vous faire entendre, c'est sa mauvaise réexposition en ré majeur. À la demande de mon voisin, est-ce qu'on peut entendre la version Beethoven juste après la tienne? Ouais, je le regrette beaucoup, mais réentendre la transition de Beethoven. Oui, mais il devrait bien la réentendre après avoir entendu le chef-d'œuvre que je viens de pondre. Il était doué, hein. Il était doué, le bonhomme, hein, manifestement. Alors, Pascal va vous rejouer le début du premier thème en fa majeur, si tu veux bien. Rien que le tout début, Pascal, de la sonate. Écoutez là. Rien que ça. Et il va vous jouer maintenant le début de la réexposition dans le mauvais ton. Et en fait, je vous demanderai, est-ce que vous entendez les petites anomalies? Il y en a. C'est presque la même chose, mais il y a des choses qui ont changé, manifestement. Ça, c'est les petites touches à la recherche de. Et donc, quelles sont les anomalies, là? Ben, c'est ça. Vous savez, c'est comme les dessins dans certains journaux où vous avez 2 fois la même image et vous devez savoir ce qui a changé de l'une à l'autre. En réalité, la sol si la aurait dû être en dessous et pas au-dessus. Et puis, ce la sol si la est resté au-dessus, il aurait dû être en dessous, mais ça aurait dû être sol fa la sol. Donc, en fait, c'est comme si Beethoven, en nous donnant la réexposition en ré majeur, nous dit... Je vais quand même vous faire sentir que ce n'est pas la bonne tonalité par ces petites anomalies, si vous voulez. Voilà, la suite, c'est la réexposition des différents thèmes. Il y a de petits changements, mais ils sont relativement minimes. Et moi, je vais en rester là et céder surtout la parole à Pascal pour nous jouer 2 sonates, cette sonate en fa et celle en fa majeur aussi de Mozart.
Voilà, nous revenons à Mozart, à cette sonate dont nous avons déjà parlé sur plusieurs de ses aspects, et notamment le côté opéra chez Mozart qui est très sensible. Et puis alors aussi une chose que je voudrais souligner, on a parlé, Jean-Marie a parlé déjà hier de ce qu'on peut appeler l'affect des tonalités, qui était lié certainement partiellement au tempérament, mais aussi aux possibilités instrumentales, et beaucoup d'autres facteurs ont fait que les tonalités étaient reliées à des caractères. Et ici, cette sonate en fa majeur, c'est fa majeur, bon, c'est un peu la pastorale, celle qui sera la pastorale chez Beethoven. C'est une tonalité lumineuse. Et puis la transition est en ré mineur. Alors ces deux tonalités, ré mineur qui est fiché dramatique, et ces deux tonalités, on va les retrouver dans un opéra de Mozart une douzaine d'années plus tard que cette sonate. C'est la flûte enchantée. Le fa majeur, ce sera la tonalité de la sagesse de Sorastro, la tonalité de la clarté de Papageno. Et puis le ré mineur, c'est la tonalité du grand air de la Reine de la Nuit. Donc on est vraiment en plein dans les caractères. Voilà, 12 ans avant une première esquisse de l'opéra.